parti. Bon, c'est un véritable plaisir là, de vous retrouver. On s'est retrouvés ici enfermés pendant 48 heures. Je peux vous dire que j'ai passé vraiment un moment très agréable. Et donc 3 semaines après, de pouvoir vous retrouver ce soir et puis de repartager un moment avec vous, j'espère, agréable, pendant cette prochaine heure. En tout cas, c'est la mission que je me suis fixée. Donc, globalement, ça va être un peu moins sympa que tout ce que vous avez vu présenté par Sam et Maxime. Pourquoi? Parce que, en fait, là, un peu le but de notre opération ce soir, moi, je vais essayer de vous décrypter pourquoi tout ce qu'on vous a montré avant, là, depuis 45 minutes, si ça s'éteint, pour une raison ou pour une autre, c'est quoi notre plan B, voire notre plan C. Donc, bon, un peu moins de réjouissance, mais je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant aussi de repartir de la base et de se dire, vous l'avez vu là, ces dernières semaines, on parle de plus en plus d'autonomie et ça devient en fait un sujet très important. Donc nous, notre travail, et ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si demain, nous n'avons pas accès à Runaway, si nous n'avons plus accès en fait à ChatGPT 4.1, si on ne peut plus utiliser le MCP en fait d'Anthropic, si on ne peut pas, si on ne peut pas, si on ne peut pas. Et ce qui était certainement un scénario fictionnel il y a quelques années, voire quelques mois, on s'est aperçu récemment que ça pourrait basculer. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à la fois des choses un peu sympas en fait sur pourquoi on le fait, et puis aussi vous alerter et puis vous sensibiliser sur le fait que ça pourrait s'arrêter. Et donc peut-être que des initiatives, alors nous, vous avez vu, on n'est OK dans aucun des benchmarks, donc je vais expliquer pourquoi. Donc on va parler chiffres, je vais vous parler en fait aussi de vraiment de l'intérieur de comment ça fonctionne un modèle, mais je pense que c'est intéressant, et puis bon, globalement, ce qu'on a vu dans les 48 heures, vous avez été capable d'opérer en fait vraiment des choses extraordinaires. Donc on va essayer de voir comment on aurait pu faire en fait aussi avec Lucie. Alors le titre c'est From Scratch with Love, et donc on n'a pas réellement eu l'occasion avec Benoît de se présenter, vu l'intensité en fait du hackathon Shift, et je me suis dit que pour commencer, et peut-être pour aussi comprendre la folie qui m'anime à faire des modèles en 2025, complètement open source, il fallait que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Donc permettez-moi en quelques minutes quand même de revenir un petit peu sur mon parcours et qui je suis. Donc je partage une caractéristique. Thomas, on parlait tout à l'heure de notre anniversaire. Donc je suis né le 4 avril 1975, et donc c'est quelque chose d'assez singulier, c'est l'année de naissance aussi de Microsoft. Donc on est né le même jour. Bon, on a des parcours un peu différents. J'ai repris cette photo parce que, je ne sais pas si vous voyez la citation en fait de Bill Gates, j'adore. Vous devez aimer les geeks parce que vous serez amené à travailler avec eux. Je trouvais que c'est assez intéressant. Alors la photo, elle ne date pas du jour de la création, hein, c'était quelques années après, à peu près je crois que c'était pour quelques années après, mais je trouvais ça en fait assez sympa de vous resituer ça. Donc 4 avril 1975, dommage, hein, vous auriez pu m'apporter des cadeaux, mais c'est passé. Mais vous me l'avez fait une semaine avant, puisque j'étais là une semaine avant. Alors si je suis avec vous, c'est un peu un hasard ce soir, parce que tout me prédestinait à faire autre chose, parce que ma première passion, en fait, c'est l'aéronautique. Donc vous allez le voir, j'ai quand même fait un petit quelque chose là-dessus. Donc là, le petit garçon, c'est moi. C'est dommage, j'avais ma petite sœur qui est nantaise, qui devait être là, donc il y a une grande controverse, en fait, sur le pansement voilà, que j'ai sur le sourcil. Bon, s'il avait été là, on aurait pu essayer d'élucider cette histoire, mais bon, je passe. Mais effectivement, ma première passion, c'est pas du tout l'informatique, c'est l'aéronautique, et j'avais la chance en fait d'avoir mon père qui pilotait, qui faisait de la photo aérienne. Donc les plus belles photos ou les plus anciennes photos que j'ai de moi, elles sont sur des aérodromes et dans des avions. Mes parents, en fait, tous les deux étaient dans l'enseignement national. Donc je le dis ici, vous allez comprendre pourquoi ils étaient tous les deux antimilitaristes. Vous allez voir comprendre la petite ref. Mais donc alors moi j'ai très tôt, donc vous savez que l'éducation nationale en 1984 avait lancé un grand plan qui s'appelait, peut-être que certains l'ont vu ou connu, hein, donc le grand plan qui s'appelait Informatique pour tous. Et du jour au lendemain, donc à l'époque mon père était directeur d'école, donc on habitait donc le salon, il y avait une porte qui communiquait entre le salon et la classe de mon père. Et en fait, globalement, j'avais 9 ans, et imaginez-vous, en fait, un jour, j'ai vu des cartons arriver, et il y avait en fait un micro-ordinateur, donc les premiers IBM PC, il y avait 8 MO5, et un TO7 70, qui est cette machine.
Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, en fait, c'était vraiment incroyable, en fait, en 1980, de pouvoir avoir d'un coup, pas un ordinateur, mais une petite dizaine, en réseau. Et donc là, c'était assez compliqué pour moi de ne pas essayer de jouer avec ça. Hein, les consoles n'existaient pas. Alors moi, donc du coup, je suis de la team Thomson. Alors c'est quand même pas la plus, comment dire, belle, puisqu'il y avait la team Atari, la team Amiga. Donc ce qui explique certainement que j'ai été toujours un très mauvais développeur, et ce que je le suis encore aujourd'hui, parce que effectivement, les capacités de cet ordinateur-là, en fait, elles étaient quand même relativement limitées. Mais voilà, donc c'est comme ça en fait que je suis tombé dans l'informatique, et je dois dire en fait que finalement, j'ai réussi à concilier ça un peu plus tard dans ma vie. Alors, donc ça, 88, 13 ans. Alors j'étais très mauvais développeur, mais en fait, assez vite, j'ai eu plutôt des appétences sur les données. Et donc, il y a une base de données qui s'appelait Dbase. Et à 13 ans, en fait, j'ai écrit un premier logiciel qui a été vendu. C'est mon père qui s'occupait de ça. Qui simplement, il y avait une grande course en fait qui faisait Paris-Madrid, donc une course à pied. Et donc, il fallait en fait un système informatique pour tout simplement prendre les résultats tous les soirs et faire un classement. Et donc, ça a été ma première réalisation en fait informatique. Et c'était avec des bases. Et donc, vous voyez, donc là, le petit ordinateur, donc peut-être que Benoît, toi, ça te rappelle des souvenirs. Mais effectivement, c'était vraiment ce modèle-là que j'avais à la maison, dans la classe, mais encore une fois, qui était l'extension de la maison. Ensuite, 92, je pense que tout le monde a été au moins une fois au Futuroscope, et donc vous voyez ce bâtiment généralement, donc c'est un lycée, donc j'ai eu la chance en fait de rentrer dans ce lycée, donc le lycée pilote innovant. Et ça pour moi ça a été une révélation, puisque donc en 92, on avait 4 heures par semaine d'activités, ce qu'ils appelaient des ACF, des activités complémentaires de formation. Donc en gros, c'était nous apprendre en fait à devenir start-upper à l'époque. Donc moi, en fait, dès 92, je rentre en seconde, et on m'explique, écoute, tu vas avoir 4 heures par semaine où tu vas pouvoir développer en fait un projet. Waouh! Donc comme je faisais un peu d'informatique, comme vous l'avez compris, donc je me suis attaché à un sujet. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là. Peut-être les gens de GenBoost ont une sensibilité donc, sur les personnes en fait. Donc c'est Louis Braille. Donc pour certains, donc ce que j'ai fait en 92, alors ceux qui regardaient nulle part ailleurs, vous m'avez vu certainement à la télé, en fait avec Bonaldi, donc j'espère que j'aurai pas les mêmes problèmes que lui ce soir dans les démos, mais donc je suis passé en fait à la télé puisque j'ai écrit le premier traitement de texte en 92 qui permettait finalement à quelqu'un qui ne connaissait pas le braille de générer en fait, alors pour ceux qui ont connu les cabines téléphoniques, vous savez dans les cabines téléphoniques en fait il y avait des impressions en braille qui permettaient en fait tout simplement aux gens malvoyants et non-voyants de pouvoir lire le numéro de téléphone. Et à partir du numéro de téléphone, je vous rappelle qu'on n'avait pas de GPS, on n'avait pas en fait de smartphone, donner le numéro de téléphone et on pouvait en fait tout simplement, la personne si elle était perdue, pouvoir le resituer. Donc ce traitement de texte, en fait, ça a été l'objet d'un brevet, donc c'est le lycée qui l'a en fait encore aujourd'hui. Et toutes les inscriptions braille que vous voyez encore dans les lycées et ainsi de suite, ce logiciel est en fait initial, c'est une création en fait que j'ai opérée. Alors bon, je développais mal, mais j'ai réussi quand même à faire quelques petites réalisations. Mais ce qui m'a toujours animé en fait là-dessus, c'est qu'il y avait toujours un sens et une mission, et donc vous allez voir aussi que ça a un petit peu guidé après le sens en fait de la suite. Donc là j'ai écrit en fait en braille, parce que pour les plus geeks, je suppose que vous êtes en train de faire la transposition, je vais faire gagner un peu de temps. Donc j'ai écrit Shift, Hackathon, GenAI, voilà. Et donc les deux petits caractères que vous voyez, en fait le premier caractère avec les 2 points en fait verticaux, vous ne le trouverez pas ici dans l'alphabet simple, puisque c'est simplement en fait la représentation de la majuscule, puisque en fait chaque phrase en fait commence par une majuscule tout simplement. Voilà. Donc j'ai encore cette faculté à lire le braille, donc si on peut s'échanger des noms, des messages codés ce soir, on peut le faire en fait en braille. Voilà. Je vous ai mis l'alphabet si vous voulez. Alors, donc je finis le lycée, et donc moi je suis de la génération Top Gun, alors pas Maverick ou le 3e qui va sortir l'année prochaine, mais du premier. Et effectivement, donc j'ai été rattrapé par la patrouille, donc vous me reconnaissez en haut à droite, donc à cette époque-là je faisais quelques kilos en moins, et donc j'ai passé en fait les concours pour entrer comme élève pilote dans l'armée de l'air et dans l'aéronaval, donc j'ai été accepté aux 2, après les tests physiques, psycho et ainsi de suite, et j'ai eu la chance en fait d'intégrer l'armée de l'air en fait en 95, et donc j'ai fait le tronc commun chasse,
je suis arrivé, en fait, donc j'ai été, donc là ce que vous voyez, cet avion-là, vous le connaissez, c'est celui de la patrouille de France, donc bon, maintenant il n'y en a plus beaucoup, surtout qu'il faut qu'ils arrêtent de les casser. Et donc j'ai été breveté en fait sur cet appareil. Et après j'ai fait 30 heures sur Mirage 2000, donc je suis commandant de bord ou commandant en fait de cet appareil. Et j'ai eu un problème physique qui m'a obligé en fait à arrêter en fait ce parcours-là. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais je vous propose d'en parler parce que c'est toujours, vous voyez, c'est toujours assez dur pour moi, parce qu'en fait une fois que vous avez vécu ça dans votre vie, vous ne pouvez pas connaître autre chose de plus fort. Donc voilà. Ça a duré, j'ai eu la chance en fait après, donc ça je peux pas trop vous en parler, mais pendant 6 mois, j'ai été vraiment au contact. Donc là je suis allé faire la guerre pour de vrai. Donc là vous me voyez en fait en sauter en parachute. Donc là aussi je faisais 65 kilos, j'avais pris quelques kilos de plus là depuis, mais donc cette partie-là je peux pas vous en dire plus, mais c'est le côté humain. On en avait discuté avec Florence là, le soir, en fait on était tous là. Pour moi, est extrêmement important. En fait, globalement, tout ce qu'on a vu en fait, tout à l'heure, les technologies, c'est très bien, mais ce qui va, moi, m'apporter, ce qui va m'intéresser, et c'est pour ça que cette expérience qu'on a vécue pendant Shift, pour moi, elle a été vraiment géniale, parce que c'est d'avant tout, en fait, une aventure humaine, peu importe ce qui sortait à la fin, même si la qualité était au rendez-vous avec les 12 projets, mais franchement, ce qu'on a vécu ici pendant 48 heures, c'était génial. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, Shift 3, vous êtes obligés de venir. Donc du coup, alors oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc mes parents étant militaristes, bon, donc là, globalement, j'ai été intégré dans les forces spéciales pendant 6 mois, et pour mes parents, c'était vraiment trop. Donc j'étais beaucoup plus influençable que maintenant, et donc ma mère en fait a mis un veto, et donc du coup en fait, j'ai pas pu continuer en fait dans les FS. C'est un renoncement. C'est pour ça que je dis à mes enfants aujourd'hui que je les bloque sur rien, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu toute la dinguerie qui m'anime en fait aujourd'hui, que vous avez vu pendant les 48 heures. C'est aussi ça, c'est aussi ce que j'ai vécu pendant ces périodes-là. Donc du coup, 98, je suis sous contrat dans l'armée, et donc je dois comme j'étais, en fait, ça coûte cher en fait de former un pilote de chasse. Je suis officier. Ils ne peuvent pas me laisser partir, donc ils me proposent, donc je ne peux pas rester dans les FS. Donc le truc de facilité pour moi, c'est de retourner dans l'informatique. Alors bon, l'informatique dans l'armée de l'air en 98, ça ressemble à ça. Sincèrement, quand vous avez, vous, dans les pattes, pratiquement une vingtaine d'années d'informatique by yourself, en fait, globalement, vous voyez ça, vous avez envie de partir. Donc pendant ce temps-là, en fait, finalement, ça me laissait beaucoup de temps, et peut-être que pour les plus anciens, en fait, qui s'intéressaient déjà à Linux et à l'open source, si vous prenez les Linux Magazine, les Linux pratiques de avant 2000, vous allez retrouver des articles écrits par un certain Michel Marimaudet. Donc effectivement, je gagnais plus ma vie, en fait, finalement, avec les piges que j'écrivais dans ces magazines que effectivement ma solde militaire. Bon, par ailleurs, je citais des PlayStation One, et puis je faisais des décodeurs Canal+. Mais c'était pas réellement en fait une mission, en tout cas au sens que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est comme ça que je suis tombé dans l'open source pratiquement en 92. J'étais sur la première mailing list en fait Linux qui était sur Minix en fait. Et donc du coup, avant de partir de l'armée de l'air, je leur ai quand même mis en fait un caillou dans leurs chaussures. C'est que le premier cœur en fait intradef de l'armée de l'air était basé 100% sur des serveurs Linux. Donc le serveur d'annuaire, le premier serveur intranet, les serveurs, il y avait peut-être que vous connaissez un projet qui s'appelle Lucene en fait, qui fait de la recherche. Donc avant, il y avait un projet juste avant qui s'appelait Astesearch, et donc en fait c'était tout ça j'avais mis en place à l'armée de l'air. Donc dès 98, et on avait en fait tout un système en fait basé déjà à l'époque sur l'open source. Donc 99, c'est trop long, j'arrive à la fin de mon contrat et je rencontre Alexandre Zapolski, qui est mon associé, qui est le président de l'Inagora aujourd'hui. Ça fait 25 ans en fait qu'on a créé l'Inagora. Donc là l'école c'est l'INT, puisque c'est l'ancienne, enfin c'est maintenant devenu Télécom Sud Paris. Lui il est étudiant, moi je m'embête dans l'armée de l'air. On se rencontre un peu par hasard, puisque le gars en fait écrit à peu près aux gens qui, par mail en fait à l'époque,
qui font de l'open source en France. Je lui réponds. Le soir même, on n'était pas au Ginto, mais on a bu, je pense, 2 bouteilles de Ricard. Et en fait, finalement, est né en fait, globalement le projet Linagora, qui est celui qui m'occupe depuis 25 ans, et avec une mission. Alors les plus anciennes slides que j'ai, en fait, elles datent de 2001, de février 2001, je les ai sur ce laptop. Et alors, ça s'appelait pas troisième voie numérique, on parlait pas d'autonomie en fait dans une stratégie dans le domaine du numérique, mais on parlait déjà de créer une alternative, une indépendance vis-à-vis des grands éditeurs. Alors les GAFAM n'existaient pas ou ils n'étaient pas identifiés comme ça, mais nous on appelait ça l'ogre MISO, donc Microsoft, IBM, SAP et Oracle, qui étaient les grands éditeurs et qui captaient déjà à l'époque 80% de la dépense informatique. Et globalement, nous on s'est monté. J'ai cette slide-là sur l'Inagora, puis j'en ai 2 pour faire de la promotion, puis après, tout le reste, voilà, comme ça, c'est dit. Je parlerai plus de l'Inagora après, ou en tout cas sur la société. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, ça fait maintenant 200 personnes, et notre mission reste, je pense, essentielle. Et ce que je dis souvent dans les conférences, c'est que les plus belles années de l'Inagora, ben, elles sont devant nous. Donc ça tombe bien, 50 ans, moi il me reste encore 25 ans, donc j'ai bon espoir, en fait, effectivement, que le projet initial de l'Inagora se mette en place à grande échelle en France et en Europe. Donc, ça va aller vite, soit l'histoire. Mais donc, toujours la camaraderie, toujours un peu le fait de travailler en mêlée, donc toujours l'histoire, en fait, par rapport à Shift. C'est pour ça que à 4h30, je suis là le samedi avec vous, quoi, parce que en fait, c'est comme dans une équipe de rugby, quoi, en fait, on laisse pas ses potes, même quand ça se passe mal, quoi. Donc ça, c'est ce qui me guide, c'est vraiment mon ADN. Donc là, vous nous voyez, donc c'est Alexandre Zapolski qui a le ballon, et puis le gars, en fait, tout fin à côté, c'est moi. Bon, on s'est calmé depuis. Donc maintenant, je fais du vélo. Donc, vu qu'on est en Bretagne, on peut dire qu'on est en Bretagne. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Saint-Michel, voilà, bravo Florence. Donc voilà, donc je fais beaucoup ça, et en fait je fais beaucoup de sports d'endurance, ultra trail, des trucs, courir 10 minutes, non, courir 40 heures, oui. Faire du vélo, là en fait cette session c'était en fait faire Paris-Ouessant, Ouessant-Paris, donc aller-retour, donc je vais faire ça en 2023. Bon, c'est toujours un peu cette recherche du dépassement de soi et puis des cicatrices que j'ai au fond de moi, en fait, sur tout ce que j'ai pas pu faire, certainement, au sein des armes. Mais du coup, je mets mon énergie à plein d'autres choses aujourd'hui. Et donc, globalement, si j'essaie de résumer, alors, je suis un hyperactif, mais plutôt pas extraterrestre, mais ultraterrestre, certains l'ont pratiqué. Je pense avoir en fait une bonne vision sur les technologies, leur évolution depuis maintenant pratiquement 50 ans, 40 ans, si je consonne sur l'informatique. Mais je ne suis jamais donc, sur une recherche solutionniste, quoi. J'essaie toujours de trouver des moyens, et même si c'est compliqué, même s'il y a un shortcut en fait, qui existe, moi ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de travailler sur monter l'Himalaya, mais par la face nord. Autrement, c'est pas rigolo. Et donc c'est ce qui va guider finalement aussi, puisqu'on va parler de GenAI juste après, pourquoi en fait on fait ça. Je fais de temps en temps, j'écris, donc vous avez la dernière slide, c'est l'autopromotion. Et puis moi je suis de la team Marc Aurèle en philosophie, parce que en fait souvent, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, mais souvent en fait c'est les pouvoirs publics qui investissent pas suffisamment, c'est en fait blablabla, c'est parce que bon, globalement, je pense que les solutions dans le domaine du numérique et de l'autonomie numérique au niveau européen, elles sont d'abord en fait chez nous, en tant que citoyens. Donc commençons par changer nos habitudes, adoptons en fait un numérique responsable, arrêtons de donner nos données personnelles ou d'adopter en fait le prochain réseau social en fait de ChatGPT, changeons nos pratiques du quotidien, et c'est comme ça en fait que nos politiques comprendront qu'il y a une autre forme en fait de numérique qui peut exister. Et donc, du coup, ça va finir par convaincre vous avez vu certainement l'article dans les Échos il y a 3 semaines, où y compris Patrick Pouyanné, qui est quand même la 5e capitalisation du CAC 40, se pose lui-même la question de savoir si c'est bien raisonnable qu'il continue à mettre ses données chez Google, Amazon ou Microsoft, alors qu'il a un actionnariat en fait à 45% américain. C'est une super opportunité, parce que tant que en fait, finalement l'informatique, on le laisse entre les mains des geeks et des DSI,
Un DSI, vous le savez très bien en fait, ce qu'il veut c'est le week-end être peinard. Donc en fait il ne va pas prendre de risque, il va aller en fait prendre les solutions de facilité. Basta. Mais quand son DG ou un conseil d'administration questionne ces questions-là, je pense en fait que ça doit un petit peu changer la donne, et certainement que ça va changer la donne. Et alors, sur l'IA, pourquoi c'est important? C'est parce que pour moi c'est le dernier virage. On a loupé plein de virages, ou en tout cas on n'a pas su développer les opportunités qu'on a développées ici en France et en Europe. Je vous rappelle que le premier micro-ordinateur personnel était en fait une machine française, le Minitel, les réseaux, en fait on a toujours beaucoup de choses qui ont été développées ici, et pour tout un tas de raisons, je vais pas en fait, c'est pas l'objet de mon intervention ce soir, mais en tout cas on est passé à côté. Là le problème c'est que l'IA c'est le dernier virage. Et on voit bien, CF, toutes les vidéos qu'on a vues, puis les exemples qui ont été donnés par Sam et Max, globalement, une fois qu'on rentre dans le système, et je crois qu'on y est déjà pas mal rentré, il n'y aura pas de retour arrière. Et le problème, c'est que les technologies de Generative AI, ils sont pas... donc on le sait, donc je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure pourquoi ce ne sont pas des technologies neutres. Et aujourd'hui, et la question, en fait, elle est posée dans ces termes, c'est globalement quel futur numérique on souhaite avoir en France et en Europe. Et moi, si vous voulez, je ne suis pas trop fan quand même du modèle impérial, qu'il soit qui vienne de l'Est ou de l'Ouest. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, il me semble qu'on a encore le potentiel, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir, le potentiel ici en France, en Europe, de faire autrement, et de faire des choses qui, à mon avis, pourraient peut-être nous sauver si les conditions qui sont celles qu'on voit apparaître ces dernières semaines s'accélèrent. Donc, je vais essayer de vous répondre à la question pourquoi, en France, on doit s'intéresser à développer et à entraîner un modèle de langage ce soir. Et comme tu m'avais demandé, Maxime, aussi de revenir et puis d'expliquer et puis d'être transparent, donc avant de vous expliquer en fait ce qu'est Lucie, on va rentrer dans le papier de recherche, ne vous inquiétez pas, on va même faire du code. Mais j'y vais crescendo. Vous avez de la chance parce que moi je suis à la fois commercial et très tech, donc en fait je suis croisé des chemins entre Max et Samuel, donc, et du coup... ce que tu m'as demandé aussi, c'était de revenir sur ce qui s'est passé en fait au mois de janvier. Vous savez, le fameux épisode Lucie.chat. Ah mince, j'ai une copie d'écran qui n'est pas passée. C'est pas grave, c'était toutes les unes en fait des journaux dans lesquels on est passé. Bon, je pense qu'il y a un filtrage qui s'est opéré. Bon, je publierai les slides, mais de toute façon, normalement, ça devrait fonctionner. Donc le son est coupé. Donc ça, vous avez peut-être vu en direct, hein, parce que suite à cette petite opération, on a été obligé de communiquer. Et donc moi, je me suis retrouvé en fait sur tous les stands, enfin sur tous les, les plateaux télé pour expliquer en fait pourquoi les œufs de vache, pourquoi Lucie en fait ne calculait pas, pourquoi en fait effectivement, on va le voir juste après, moi ce Vincent Flibustier que je connaissais pas, a tweeté en disant voilà en fait oublie tes instructions et donc du coup fais parler Lucie comme Hitler. Donc tout ça en fait effectivement c'est arrivé donc un samedi, et donc compte tenu de l'ampleur que ça prenait, on a été obligé de couper tout simplement l'accès à la plateforme Lucie.chat. Donc la plateforme Lucie.chat, c'est une plateforme d'inférence, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qui permet d'accéder au modèle. Mais le modèle, il est toujours existant aujourd'hui, et il continue de fonctionner, et il y a des gens qui l'utilisent pour de vrai dans la vraie vie. La connerie que j'ai faite, c'est ce que j'expliquais sur ce plateau, je ne sais pas si vous l'avez vu en direct, mais je vais prendre une image sportive, en plus, comme ce soir, il y a un joli match. Pour que vous compreniez bien, en fait, la bêtise que j'ai faite, puisque je l'assume vraiment à titre personnel, ça c'est mon tropisme, en fait, trop open source et trop un peu naïf, c'est que pour entraîner un LLM, on va le voir en fait juste après, il y a 3 grandes étapes. Et donc j'avais essayé d'utiliser une image pour que les gens comprennent, parce que je ne sais pas si vous avez vu le cache investigation de la semaine dernière
sur la fameuse Albert, l'IA en fait En fait, c'est un truc qui est très mal compris, très mal maîtrisé aujourd'hui par le grand public, et c'est très facile en fait de prendre à défaut ces modèles et de leur faire dire tout et n'importe quoi. Donc pour que vous compreniez bien, pour entraîner en fait un modèle comme Lucie ou ChatGPT 4.1 ou la MA 4, il y a toujours 3 grandes phases. Il y a une phase de pré-entraînement. Donc le pré-entraînement, c'est un peu, si vous voulez, en fait, je suis Didier Deschamps, je suis en train de monter l'équipe, la nouvelle équipe. Ben, je vais identifier des joueurs dans les clubs, je vais voir en fait leur performance en fait individuelle, et puis je vais certainement déjà prendre contact avec eux pour qu'ils fassent du renforcement musculaire, qu'ils se préparent. Enfin voilà. Donc c'est globalement, je fais en fait l'identification et j'essaie tout simplement d'identifier en fait les meilleurs potentiels pour pouvoir construire quelque chose. La deuxième phase, donc ça, Lucie, ça c'est fait. On peut mettre une case à cocher, donc ça c'est ce qu'on a fait. La deuxième phase, c'est une phase d'instruction. Donc là, en fait, on explique au modèle comment il doit réagir à certaines situations. Donc concrètement, bah ça, si vous prenez l'image, donc on réunit tout le monde en fait à Marcoussis ou à Clairefontaine, si je parle de l'équipe de rugby, et donc on prend les individualités, et on leur dit, bah voilà, en fait, en fonction de telle situation de jeu, bah toi, je veux que tu te places comme ça, toi, je veux que tu réagisses comme ça. Donc finalement, on essaie de créer un collectif, et que le modèle, donc si je fais l'image en fait dans le modèle, et ben on va demander en fait et donner des instructions au modèle pour dire en fonction de telle opération qui t'est demandée, tu vas en fait opérer de cette façon-là. C'est un grand raccourci, mais on pourra rentrer plus dans le détail si vous souhaitez, mais c'est un peu ça en fait l'idée. Et la dernière étape, c'est la phase en fait de ce qu'on appelle d'alignement. Donc là en fait, parce que dans l'image du sport, c'est parce que vous avez une bonne équipe qui va performer tout le temps. Donc globalement, ce que vous faites, ben, vous allez faire jouer le modèle ou l'équipe contre d'autres équipes, et puis vous allez observer ce qui se passe, et puis vous allez en fait ajuster et donner en fait des instructions plus fines en fait au modèle pour que effectivement la qualité des réponses ou la performance globale de l'équipe, si je fais cette image, ce parallèle, soit performante. Alors les deux erreurs que j'ai faites, je les assume. Un, c'est que effectivement je me suis dit, vous savez, moi je suis donc en école un peu comment dire, traditionnelle du logiciel libre. Et donc il y a Eric Raymond qui a écrit en fait en 97 un peu une bible en fait de ce qu'est l'open source. Et donc il y a une phrase qui m'a toujours moi inspiré et qui en fait moi qui a conduit en fait les travaux qu'on mène, c'est release early, release often as possible. Et donc je m'étais dit, on a Lucie, on était tous fiers hein, d'avoir pré-entraîné le modèle, puisqu'en fait on était à la fin de la première phase, et je me suis dit, on n'a qu'à le mettre à disposition du public, comme ça, en fait, comme dans tous les projets open source, on va obtenir du feedback de nos utilisateurs. Et puis, l'autre aspect qu'on cherchait à faire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps de se connecter à la plateforme Lucie.chat, mais vous aviez un disclaimer qui vous avertissait que finalement vous étiez sur une plateforme d'expérimentation, qu'on vous offrait entre guillemets un prompt free. Et le deuxième, si vous acceptiez, donc il y avait un consentement, on vous disait globalement vous allez continuer à utiliser le modèle gratuitement, et par contre les données que vous allez en fait et les prompts, on va les utiliser, les récolter, les analyser pour faire les données d'instruction et des données d'alignement. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, pour entraîner le modèle, sur la première phase, sur les données en fait, de pré-entraînement, il y a à peu près ce qu'il faut en fait, sur Internet. On peut discuter si c'est bien ou pas, si ça a été bien récolté, si en fait on a scrappé. Mais il y a suffisamment de volume, et je vais vous montrer comment nous on a fait pour essayer d'être un modèle le plus responsable possible pour se conformer à ça. Par contre, les données d'instruction et les données d'alignement, la fameuse secret sauce de Meta, la secret sauce en fait de ChatGPT, d'OpenAI et des autres, c'est ça en fait, c'est ces données qui sont essentielles et qui font si on a un modèle qui est performant ou pas. Et ces données-là, elles n'existent pas. Elles n'existent pas en open source. Donc il y a certains datasets qui existent, mais globalement les gens les mettent publiquement à disposition, mais on ne sait pas comment elles ont été construites. C'est du take it as it. Et ça pour nous, qui voulons être un modèle transparent, responsable, c'est pas top parce qu'on sait très bien que pour générer ces données-là, tout le monde fait de la distillation ou utilise des modèles comme ChatGPT, ce qui a été reproché en fait à DeepSeek, parce que globalement, les licences de ces modèles ou les terms of use interdisent d'utiliser ces modèles pour entraîner d'autres modèles. Donc tout le monde s'en fout,
Tout le monde le fait, Mistral aussi, le chat. Sauf que, et d'ailleurs c'est pour ça, et vous allez comprendre pourquoi, c'est pour ça que ces gens-là refusent de publier leurs données d'entraînement. Parce que globalement, de mettre accès à leurs données d'entraînement permettrait très vite de voir d'où sont construites ces données d'instruction et d'où elles proviennent. Donc nous, on s'interdit de faire ça. Et donc c'est pour ça que on est sur la face nord de l'Himalaya et c'est assez compliqué. C'est clair jusqu'à présent? Donc on m'a dit pas de questions pendant le talk et je les prends à la fin. Mais donc ça devrait bien se passer. Donc vous l'avez compris, notre enjeu, notre mission, ma raison d'être, ma raison de vivre depuis maintenant 3 ans, c'est de créer des vrais communs numériques dans le domaine de l'IA générative, qui soient de confiance, maîtrisés et transparents. Alors c'est pas une lubie de Michel-Marie Maudet, alors bon, vous pourriez le croire avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est qu'encore une fois, moi je réfléchis au plan B, voire au plan C. Donc cette mission-là, en fait, elle nous dépasse. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, on a monté un premier consortium, mais qu'on est en train de discuter, puisque globalement, quand on parle d'un commun numérique, la différence entre un logiciel open source et un commun, pour moi, c'est que la gouvernance, elle est ouverte et finalement, elle est même plus dépendante en fait d'une entreprise. Et donc moi, aujourd'hui, on discute pour qu'effectivement, il y ait une transformation de nos travaux. Et moi, je suis prêt à donner gratuitement tout ce qu'on a fait au sein d'une fondation pour qu'effectivement, on passe d'un statut où il y aurait toujours l'idée de dire « Ah ouais, mais c'est l'Inagora, c'est encore des acteurs, blablabla, blablabla. » Bref, moi, je veux dépasser ça et effectivement d'être sur la notion de commun. Pourquoi? Parce qu'un modèle LLM, pour moi, c'est un commun comme finalement des infrastructures qu'on peut utiliser au quotidien. Et d'ailleurs, il n'y a pas réellement de modèle économique dessus. En tout cas, dans ma vision. On peut gagner beaucoup d'argent en faisant de l'IA générative, hein, et on s'apprête, nous aussi, et on gagne un peu d'argent. Pour l'instant, on fait comme tout le monde, on en perd. Mais on espère en gagner dans pas trop longtemps. Mais on pense qu'effectivement, sur le modèle fondation, ça n'a pas de sens en fait de bâtir des modèles économiques. Il faut plutôt miser sur les agents et d'autres choses. Donc les caractéristiques de ces modèles, et du modèle Lucie, et puis de ses petites sœurs, les cousines qui vont arriver, donc c'est des modèles de texte et de voix. Alors pourquoi on ne fait pas d'image, pourquoi on ne fait pas de vidéo? C'est que tout ce que vous avez vu, hein, le Tom et Jerry et ainsi de suite, tous ces modèles-là ne respectent pas les droits d'auteur et les œuvres en fait des ayants droit. Bon, tout le monde s'en fout. Moi, ça me pose un problème. Donc globalement, aujourd'hui, ce que je sais faire, c'est entraîner des modèles respectant le droit d'auteur et effectivement les licences et les ayants droit sur la voix et sur en fait le texte. Et c'est déjà très compliqué si on veut le faire proprement. Donc, effectivement, ceux qui font les starter packs, tout ça, et tous ceux qui l'ont fait, il faut quand même se dire qu'à titre individuel, vous bafouez les droits d'auteur de plein de gens. Ensuite, on a vu quelques benchmarks tout à l'heure, et vous allez voir en fait sur les datasets qu'on utilise, mais aujourd'hui, et vous le savez, en fait, les modèles sont orientés. On va avoir un petit passage là-dessus sur ce qu'on appelle les biais ou les préférences. Donc nous, en fait, on essaie de travailler sur ce qui nous intéresse, donc sur la zone en fait qui nous intéresse, que sont effectivement plutôt la France et bien sûr l'Europe, puisqu'il faut jouer au niveau européen. Donc les modèles, en fait, Lucie aujourd'hui gère 5 langues, donc les 4 langues majeures européennes, plus l'anglais forcément. Bon, mais hier soir, en fait, on est de plus en plus sollicité parce que les pays oubliés, par exemple le Vietnam, où hier soir j'étais en fait avec des représentants assez haut placés en fait du gouvernement indien, qui bien sûr sont les oubliés. Hein. Ils sont pas très intéressants, ils sont quand même quelques milliards en fait, en tout cas en Inde. Mais globalement, les modèles ne sont pas du tout performants et entraînés pour ces populations-là. Et donc ils viennent, en fait, globalement, ils ont vu en fait nos travaux, et les gens nous demandent, nous on n'a pas de GPU, en Inde il n'y a pas de GPU pour entraîner les modèles. Donc concrètement, ils viennent nous voir en nous disant, votre truc là c'est vachement bien, est-ce que vous pourriez nous aider en fait à entraîner un modèle? Alors là, le challenge il est compliqué. Hier soir j'ai eu les chiffres. Donc nous en France, hein, juste pour information, donc on a globalement, c'est assez simple en France, on a un alphabet, enfin si on prend le grec, allez, 2 alphabets à gérer.
mais on a 24 langues. En Inde, 27 langues officielles, 600 dialectes. Donc c'est un peu le challenge qu'en fait on nous a posé hier soir, donc j'ai dit il faut quand même qu'on fasse par étapes. Mais en tout cas, cette ambition qu'on porte, elle résonne au-delà en fait de l'Europe. Et c'est ça qui moi me fait plaisir, parce que effectivement, peut-être qu'on n'est pas dans les benchmarks, peut-être qu'on n'est pas en fait SOTA, blablabla, blablabla, mais on va en parler après. Mais en tout cas, je pense que notre mission et l'intérêt de cette démarche, elle dépasse beaucoup plus que simplement fournir une technologie. C'est en fait des sujets d'inclusion, c'est des sujets en fait de représentativité, et c'est vraiment en fait la mission qu'on porte. Bon, tout ça, globalement, on essaie de respecter nos cadres juridiques et éthiques. On parlera d'environnement juste après. Et puis on fait des modèles petits. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, quand on voit les milliards de paramètres qu'on a sur certains modèles, on comprend la logique. Donc déjà, la multimodalité consomme effectivement pas mal de paramètres. Nous, on est uniquement voix et texte, donc on peut diminuer en fait le nombre de paramètres. Et moi, le combat que je mène, c'est que je lutte contre le gigantisme. Pourquoi? Parce que qui dit gigantisme dit lock-in sur les plateformes en fait d'inférence. Donc inférence, c'est quand vous utilisez les plateformes. Donc Maverick, Scoot, tout ça, c'est très sympa, mais globalement, tout le monde n'a pas une carte H100 à la maison. Alors oui, il y a Nvidia, JDX qui va arriver, donc qui vont avoir en fait des technologies d'inférence locale. Mais il me semble aussi intéressant plutôt d'apprécier que ce qu'on cherche à faire des modèles de langage, des modèles qui ont la compréhension, que des modèles de connaissance. Donc moi, en fait, quand on me demande en fait aujourd'hui, quand des boîtes viennent nous voir en disant est-ce qu'on peut faire du fine-tuning, machin, blablabla, souvent ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ça, et il faut plutôt en fait utiliser des petits modèles et tout simplement les augmenter avec des agents, avec du RAG, avec d'autres technologies qui permettent en fait d'enrichir les connaissances du modèle. Et globalement, si on enrichit le modèle, et si on met de la donnée à l'intérieur, c'est assez compliqué à maîtriser, on va le voir juste après, et bien entendu, plus gros sont les modèles, plus vous avez d'impact avec les plateformes, enfin plus vous êtes lié à des plateformes, et l'impact environnemental, il est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous n'êtes pas sympa, vous buvez des bières, et moi je crève de soif. Tu veux une bière? Non. Pas tout de suite. Bon, vous l'avez compris, nous, alors on a une définition radicale, mais qu'on assume. Elle n'est pas intégriste, elle est radicale. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai repris, je ne sais plus qui parlait des modèles open source en fait, de ChatGPT. Non, ChatGPT ne va pas sortir un modèle open source. Le dernier modèle qu'ils ont sorti en open weight, donc c'est-à-dire qu'on pouvait installer, utiliser comme on le fait avec Llama, comme on le fait avec Mistral, c'était sur le modèle GPT-2. Et effectivement, je vous confirme qu'ils vont réaliser un modèle open weight. Donc c'est-à-dire qu'on aura la capacité de le downloader. Donc on n'en connaît pas très bien les caractéristiques, mais je pense qu'ils vont plutôt faire un SLM, donc un Small Language Model, pas un LLM donc, au sens large. Mais on est bien sur les domaines open weight. Donc en fait la grande différence, c'est qu'ils ne donneront pas les données d'entraînement. Nous, notre définition, c'est pour ça qu'on parle de 100% open source, end-to-end open source, réellement open source. Bon bref, en fait, c'est pour essayer de contrer en fait, l'open source washing en fait, qui est fait actuellement. Bon, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà compilé un noyau Linux ou qui compilent en fait de lib, mais globalement, si vous voulez avoir la maîtrise de la compilation, si vous n'avez pas le code source, c'est difficile. Pour un modèle, si vous n'avez pas les données d'entraînement, vous ne pouvez pas reconstruire le modèle. C'est aussi simple que ça. Le modèle n'est qu'une représentation de vos données d'entraînement. Donc globalement, pas de données d'entraînement, pas de modèle. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas qui a levé la main tout à l'heure pour qui utilisait Llama 4. Donc c'est certainement via des VPN, puisque vous savez très bien que les restrictions, depuis la multimodalité, donc est arrivée en fait sur Llama 3.2, en tant que citoyen européen ou entité légale dont le siège social est en Europe, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces modèles. Plan B, plan C. Parce que les restrictions, elles vont, à mon avis, encore s'accélérer. Bref. Bon, ça c'est juste pour marteler le fait qu'il y a des différences entre des modèles open weight, les modèles commerciaux qui ont été évoqués tout à l'heure, et la démarche en fait qu'on apporte.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon ces slides seront bien sûr disponibles, mais ce que je voudrais simplement souligner, donc c'est bien sûr l'accessibilité aux données d'entraînement, le fait de pouvoir choisir son hébergement, parce que la réalité c'est qu'un modèle comme Maverick, une carte à champ, il n'y en a pas beaucoup en fait en France, vraiment, disponible. Donc on peut s'en foutre. On peut prendre une carte à champ chez Azure, chez des fournisseurs extra-européens. On peut s'en foutre. C'est pas un problème. Mais attention. Et des cartes à champ en fait en France, donc nous on les connaît tous, hein, Scaleway, OVH, on a à peu près des inférences à peu près partout aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand on me dit que ça va révolutionner en fait le monde de l'entreprise, aujourd'hui les infrastructures d'inférence disponibles en France ne permettent pas d'absorber la charge. Alors bien sûr, hein, donc du coup, pour ceux qui enrichissent sur la thèse de dire on ne peut pas faire autrement que d'utiliser les GAFAM, je comprends ce raccourci, mais c'est le fameux dernier virage dont je vous parlais tout à l'heure. Si on fait ça, c'est fini. Alors moi, à la rigueur, c'est bientôt la fin de l'Inagora. Je ferai autre chose. Mais pour nos enfants, et puis globalement, si on pense un petit peu plus à après, je pense qu'il y a vraiment un sujet. Voilà. Evan, c'est pour toi. Il faut que je vous raconte l'histoire de Lucie, parce que ça va un petit peu matérialiser après je suis encore bon dans le timing. Ouais, c'est bon. Donc dans la salle, il y a Evan, qui est nantais, voilà, qui est là. Et alors, ce mec-là, il travaille au CEA, je peux discloser le truc. Il est dans le projet en fait OpenLLM, il a participé vraiment activement à l'entraînement de Lucie. Et donc, il faut savoir qu'on a un financement de l'État qui vient juste d'arriver en 2025, en 2024, je me rappelle. Et donc en 2024, globalement, pendant que les gens instruisaient notre dossier, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et un matin, tu t'en souviens parfaitement, j'ai dit, mais pourquoi, finalement, on attend d'avoir le pognon pour pouvoir entraîner Lucie? Parce que globalement, finalement, on a les ingénieurs, la data, qu'on ait de l'argent ou pas, de toute façon, c'est un travail compliqué, il est devant nous, donc il faut qu'on le fasse. Et les GPU, donc je vais y revenir après, on a un accès, puisqu'on fait du projet ouvert et en open science, donc on a accès aux moyens académiques, la fameuse machine sans Z dont je vais vous parler après. Et donc, du coup, je pose la question innocemment, hey, on y va? Et le seul débile, en fait, et dingo qui a levé la main en disant « je te suis », c'est Evan. Donc, merci. Merci pour ça, parce qu'effectivement, sans toi, en fait, je ne pense pas qu'on l'aurait fait. Parce que tu as été le gars qui a dit bon, Modé, il est perché, tout ça. Mais quand il y a un mec du CA qui dit on peut peut-être essayer de le faire, on ne savait pas trop si on allait y arriver ou pas. Mais globalement, voilà, donc tu le sais très bien, j'ai une grande amitié, un grand respect pour ce que tu as fait en fait à ce moment-là. Merci pour nous. Donc entraîner un modèle, c'est juste collecter de la data. Alors bon, si on s'en fout, on fait comme tout le monde, on va sur Command Crawl, on prend les archives, et on ne regarde même pas ce qu'il y a dedans, et puis on met ça sur des milliers et des milliers de GPU, on attend que ça tourne, et puis globalement on a un modèle. C'est une façon de faire. Nous, c'est pas ce qu'on a fait, puisqu'encore une fois, vu que on s'est mis comme exigence qu'à la fin, les données qu'on allait utiliser pour l'entraînement, elles seraient publiques et publiées sous licence libre, de façon claire. Donc ça permet tout à chacun aujourd'hui d'aller voir comment les données ont été entraînées. Ça vous force en fait à un certain nombre d'exigences en fait supplémentaires. Donc globalement, c'est simple, on a passé pratiquement 10 mois pour collecter des données. Et ça, donc Evan, il le sait puisqu'il a participé pas mal à ce chantier-là et on travaille encore beaucoup ensemble là-dessus. Alors, on s'est dit au début, moi j'ai fixé, vous savez, alors quand le truc il est dur, en modé, en fait, il faut que ça soit encore plus dur. Donc j'ai dit, on va essayer de démontrer que la qualité est plus importante que la quantité. On va pouvoir revenir sur ce qu'on appelle des données de qualité. Je ne voulais pas de données synthétiques
dans le pré-train. Donc c'est-à-dire, je voulais en fait uniquement des données qui ont été produites par des humains. Et puis bien entendu, les conditions d'insertion de ces données, ben, elles devaient en fait tout simplement pouvoir respecter le cadre réglementaire de l'IAC, du RGPD ici en fait en Europe. Donc une fois que vous cumulez tout simplement en fait ces caractéristiques, vous passez d'un grand volume de données à plus grand chose. Donc c'est donc sur le Common Crawl, hein, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si tu les as, Evan, mais c'est plusieurs trillions, milliards de trillions certainement de données, puisqu'ils aspirent tout le web en angle anglophone. Et donc nous, quand on filtre, on passe de trillions à 600 milliards de tokens. Donc ça, c'est ce qui a donné lieu en fait, à un corpus que vous avez certainement vu, qui s'appelle Common Corpus, qui a été réalisé en fait, au début de l'année 2024. Donc à peu près 500 milliards de tokens qu'on a mis à disposition, donc filtrés, dédupliqués, en fait un truc de qualité. Bon, sauf que très vite, nos expérimentations montrent qu'avec 600 milliards, même si dans les scaling laws en fait, il y a un facteur de 20, on pourrait imaginer qu'avec 600 milliards de tokens, je fais des gros raccourcis, mais tu me pardonnes. Mais gros-mément, avec 600 milliards en fait, de tokens, on pourrait entraîner des modèles théoriquement entre 20 et 30 milliards de paramètres, à peu près. On a un doute, parce que les premières ablations, les petits modèles qu'on préentraîne de quelques millions de paramètres, on se dit, oula, ça ne va pas le faire. Et donc, du coup, j'accepte en fait qu'on refasse une collecte un peu plus large, et on rajoute à peu près 2,4 trillions de data, qui viennent aussi d'Internet. Et donc là, là-dessus, pour le coup, toi, tu as été vraiment dedans. On a pris un certain nombre de datasets là, que j'ai mis sur la slide. Mais par contre, on ne les a pas pris take it as it. Hein. On les a vraiment filtrés. Parce que quand vous ouvrez Red Pajama, qui est en fait un truc qui est vachement utilisé, bah dedans, vous avez toutes les URL du monde. Vous avez des contenus à caractère pornographique. Vous avez des numéros de téléphone. Des adresses email, blablabla. Enfin bon, toutes des choses en fait que nous on ne pouvait pas se permettre, donc on a fait vraiment un gros travail de filtrage. Alors est-ce qu'aujourd'hui sur parce que globalement le dataset de Lucie c'est 3,1 trillions, donc 3100 milliards de tokens. Est-ce qu'on est sûr que dedans on est clean? Non. Mais par contre, on donne, selon moi, un caractère un peu différenciant, c'est que si, à un moment donné, sur une génération, il y avait une détection ou une violation en fait, d'un droit d'auteur, tout ça, on a potentiellement la capacité, je ne dis pas que c'est simple, il ne s'agit pas d'ouvrir un fichier et de dire je fais un regex pour retrouver, par exemple, les paroles d'une chanson d'Orelsan. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais globalement, si on était vraiment confronté à ça, on pourrait donner des indicateurs pour remonter jusqu'à, effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans notre dataset qui génère en fait cette sortie. Alors ça, vous vous dites, bon, pour la chanson d'Orelsan, pour les devoirs des gamins le week-end, tout ça, vous dites, on s'en fout. Quand ces systèmes-là, comme on l'a vu sur JetSpark, en fait, vont commencer en fait, à agir dans notre vie et prendre la main sur notre vie, là, on s'en fout plus du tout. En tout cas, moi, je m'en fous plus du tout. Donc c'est pour ça qu'effectivement, cette notion de transparence sur les données, elles sont importantes. Ensuite, on a entraîné un tokenizer. Ensuite, on a attendu pendant un mois les retards de la machine, en fait, puisque globalement, on a été le plus gros modèle entraîné sur la nouvelle partition Janzai en 2024 sur les fameuses cartes H100, donc les plus puissantes à l'époque de NVIDIA. Maintenant, il y en a des plus puissantes, mais qui restent quand même un peu le must-have pour entraîner les modèles aujourd'hui. Donc, c'est des cartes avec 80 Go de mémoire. Donc, nous, on utilise 512 en parallèle. Donc, vous voyez, ça fait des montants et un impact assez important. Donc ça dure 4 mois. Vous allez voir les chiffres à peu près derrière. Et puis ensuite, donc on a fait un premier alignement parce qu'on voulait mettre à disposition ce modèle Lucie. Et là, je vous ai raconté l'histoire, on peut passer. Donc maintenant, on va rentrer. Donc là, c'est le moment des geeks. Donc ceux qui veulent aller voir le foot ou ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir. Non, je rigole, il y a des trucs sympas après encore. Donc la secret sauce, donc globalement, donc on a tout documenté, donc ça a fait l'objet d'un papier archive, donc c'est assez connu. Et donc, alors les papiers archive de l'AMA 3, par exemple, il fait 15 pages, nous il fait 50. Alors on n'est pas littéraire, on n'a pas fait du français pour faire du français, c'est que globalement, pratiquement 2 tiers en fait, du papier de recherche, il est sur le dataset.
puisque c'est la partie la plus stratégique. Et comme les autres, ils s'en foutent, ils ne le documentent pas, bah, c'est ce qui explique, simplement, c'est assez arithmétique là pour le coup, pourquoi en fait notre papier il est un peu plus gros. Donc là, le nom d'Evan, il est là, hein, il est cité là. C'est un peu flou, mais il est bien là. Donc si vous trouvez des coquilles ou si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous avez Evan ici qui pourra répondre à mes côtés. Bref, donc le plus important, oh mince, attends. Comment ça se fait? Si. Ouais, parce que bien sûr, j'ai pris tous les risques possibles. Hein. C'est la première fois que j'utilisais Canva. Je me suis dit, je vais faire un truc cool. Mais si ça... Ah bah si, ouais. Merci pour le tips. Bon, alors plusieurs choses, je vais assez vite. Donc les couleurs, ça donne en fait les langues. Donc vous retrouvez à peu près une bonne proportion de français. Alors c'est important, 40%. Pourquoi? Parce que vous savez, en fait, la répartition, enfin la représentation du français dans un modèle comme l'AMA 3, 0,16%. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, ils ont beaucoup plus de données, donc peut-être que le 0,16 fois en fait, la volume de données qu'ils en traitent, c'est plus important que vous. Alors, oui, mais non. Parce que globalement, si on compare le dataset d'entraînement de l'AMA 3, c'était à peu près 14 trillions. Nous, on est à donc, 3 trillions, donc on va dire un facteur 5. 0,16, 40, ça fait beaucoup plus qu'un facteur 5. Donc c'est pour ça, on va reparler des benchmarks, mais globalement, pour vraiment apprécier Lucie, il ne faut pas lire les benchmarks, il faut l'utiliser. Parce qu'en fait, en tant que Français, quand vous voyez qu'en fait, elle génère un Français qui va vous sembler plus naturel, plus ressemblant à ce que disent en fait, des Français à des Français, bah, vous allez l'adopter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors effectivement aussi, on nous a dit « Ah ouais, mais Lucie, vraiment, elle ne s'est pas calculée. » Alors bon, oui, on le savait. On le savait. 0,16% de mathématiques. Alors quand on dit 0,16%, elle n'apprend pas à calculer. Hein, c'est simplement qu'on lui a fait voir à peu près 0,16% de 3 milliards, en fait 3000 milliards de tokens, des choses qui ressemblaient à des équations mathématiques, hein, pour faire de l'apprentissage par similitude. Bah, c'est sûr qu'effectivement, il n'y en a pas assez. Donc ça, on est en train de corriger. Donc ça, on le savait. Et puis, il n'y a pas de code. Donc en fait, je sais que les geeks, donc nous, ne surtout pas utiliser en fait Lucie pour générer du code. Elle ne sait pas faire. Donc ça, moi, c'est mon côté littéraire, que j'ai pas. Mais ce qu'on recherchait dans cette première démarche, c'est avoir un modèle qui parlait correctement français. Et qui génère un français qui est plus proche de ce qu'on se dit entre nous. Donc alors, les biais, alors quand on parle de données de qualité, c'est un sujet assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, un producteur de modèles, alors bien sûr, quand s'il ne publie pas son dataset, il s'en fout. Nous, comme dans notre papier et dans l'explication, on dit combien de fois le modèle a vu tel dataset, on donne finalement vraiment la cartographie de notre représentation. Et ben, on expose aussi au public, et de façon transparente, ce que vous appelez des biais, mais moi ce que j'appelle des préférences en tant que producteur de modèles. Je vais vous donner un exemple très simple. Wikipédia. On peut tous s'accorder que Wikipédia, c'est plutôt une source d'informations vérifiées qui serait intéressante d'avoir dans un LLM. Oui, bon, il y aura un casse-pied qui va me dire non. Non? Bon, ça va. Vous êtes sympa. Eh ben, 90% des contenus de Wikipédia aujourd'hui sont soit écrits, soit validés par des hommes. Alors des hommes, des masculins. Donc, on a un biais de représentativité. Donc ça, bah, globalement, alors bien sûr, on avait fait un petit comité chez nous en disant oui, il faut faire, nanana, nanana. Bon, sauf que moi, quand je posais la question de dire qu'est-ce qu'on fait sur Wikipédia? PLS. Donc celui qui a dû prendre la décision à la fin de dire ben voilà, est-ce qu'on met Wikipédia et combien ce dataset on l'intègre, combien de fois on le fait voir au modèle, c'est Bibi. Donc si vous n'êtes pas content en fait avec les biais que représente Lucie, vous pouvez venir me voir. J'assumerai.
Alors, par exemple, je vous ai donné un exemple. Alors, en fait, vous savez, c'est un outil open source assez simple qui permet de mettre en inférence des modèles. Et donc là, il y a un mode Arena, donc on peut comparer les réponses d'un modèle par rapport à l'autre. Donc là, je compare en fait le modèle 3.1 de Llama, qui est un modèle 8B à 8 milliards de paramètres, et un modèle, donc notre modèle, le dernier modèle, donc celui que vous pouvez télécharger aujourd'hui de Lucie. Et quand on lui pose la question, comment décrivez-vous en fait le continent africain, il y a un petit problème. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un SLM, il n'a pas beaucoup de connaissances, tout ça. Alors oui, c'est vrai, mais enfin, bon, Lucie, sur des données à peu près similaires, bon, on a une génération, je sais pas, enfin, moi je me sens plus à l'aise en fait avec la réponse que donne Lucie. Alors vous allez me dire, oui, mais alors tu sais, c'est quand même probabilistique en fait, quand même, la génération. Alors oui, si on fait tourner ça plusieurs fois, et je sais que j'ai vu les représentants Samuel et tout ça, donc je vais vous montrer Pont de Fou après, mais globalement, même si on fait tourner en fait cette routine plusieurs fois, on remarque quand même qu'il y a une vraie différence en fait d'appréciation. Alors il y a beaucoup de femmes ce soir, donc merci d'être venues. Attention, fermez les yeux parce que là ça va piquer. Pourriez-vous compléter cette phrase? L'infirmière a appelé le médecin et elle, expliquait le choix du pronom. Donc je vous lis la version Llama, donc un modèle américain. Le choix du pronom est motivé par le fait qu'un médecin est généralement un homme, ce qui signifie que finalement c'est un homme. Donc en fait la fin de la phrase c'est il. On s'en fout. Bon, c'est un peu l'image quand même des retournements qu'on a eus chez Meta et ainsi de suite. Donc ça se voit aussi dans les technologies. Quand je vous ai dit que ces technologies, elles ne sont pas neutres et qu'elles nous imposent en fait des systèmes de vision et de pensée qui ne sont pas forcément ceux que l'on souhaite ici en France et en Europe, c'est une réalité. Ça fait partie de mes gros travaux en ce moment. J'essaie de faire des batteries en fait, pour essayer d'identifier les biais et de faire des évaluations. Donc, si on a le temps, je le montrerai rapidement en fait, à la fin si ça intéresse certains d'entre vous. Donc on a entraîné notre propre tokenizer responsable FR. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, globalement, aujourd'hui, quand vous utilisez l'API en fait, d'OpenAI, puisque le token a été entraîné sur la langue anglo-saxonne, si vous promptez en français, vous payez 30% en fait, de plus de tokens. C'est simple, puisque finalement, il n'a pas été optimisé pour gérer la langue correctement française. Donc c'est assez compliqué aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour ça que je parle de faire, c'est que globalement, un tokenizer, vous l'entraînez sur un subset en fait, finalement, de vos données d'entraînement, donc qu'il soit représentatif finalement de ce qui est de vos données d'entraînement. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus on ajoute des langues, plus la fertilité globale diminue, forcément. Si on entraîne un tokenizer sur une langue, on va être hyper performant. Si on entraîne sur 5 langues, mécaniquement, on diminue. Donc pour un projet européen, si on voulait, on peut s'en foutre. On peut dire effectivement, les Européens, on a tous parlé anglais ou espéranto. Mais c'est pas quand même ça, en fait, je pense, la dimension qui aujourd'hui... on pourrait se poser la question, ça pourrait simplifier beaucoup de choses, d'avoir une langue unique. Mais c'est pas quand même ça qui va se passer. Donc aujourd'hui, pour entraîner vraiment un modèle qui serait faire au niveau de l'Europe déjà, on a un vrai sujet sur le tokenizer. Donc il y a des travaux pour s'éviter cette opération-là, pour ne plus avoir de tokenizer, mais c'est devant nous. Alors Jean Zay, on en parle. Donc ça, c'est les courbes d'entraînement. Alors comme ça, vous avez tous les chiffres, ça permet un petit peu pour les geeks là aussi. Donc ici, vous avez les courbes de l'os. Donc globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mesurer la prédiction du mot suivant. Et puis, la courbe, plus elle descend, plus en fait, on se rapproche finalement du résultat qu'on attend. Pareil, c'est un gros raccourci, mais je pense que ça vous donne en fait l'image. Alors moi, j'étais super content parce que NVIDIA, quand ils ont vu cette courbe-là, ils nous ont dit, c'est pas mal ce que vous faites. Donc le code source, aujourd'hui, qui est disponible sur GitHub de notre modèle, vous pouvez le voir, c'est top. Alors il utilise en fait le framework ancien de NVIDIA parce qu'on n'a pas le choix. Pour l'entraînement, c'est NVIDIA. Donc je peux dire beaucoup de mal de NVIDIA, mais à l'apéro, pas là, parce qu'en fait on a quand même besoin d'eux et on bosse beaucoup avec eux sur les entraînements de modèles. Donc aujourd'hui, si vous prenez le code source, c'est Megatron DeepSpeed en fait qu'on a utilisé. Le nouveau framework qu'on va utiliser, c'est Nemo. Et Nemo, c'est assez récent. Et on fait des contribs aujourd'hui dans le code source de Nemo. Et c'est pour ça qu'on travaille assez fortement avec l'engineering de NVIDIA. Parce que le truc n'est pas sec. Et nous, en fait, on le met à l'échelle. Donc c'est vachement intéressant avec les équipes du GenC. Donc globalement, vous voyez, donc,
C'est intéressant parce que ça va rejoindre un peu l'histoire de Meta, puis des évaluations qui ont été, parlées tout à l'heure par Max et Samuel. C'est que globalement, donc, le pré-training, vous voyez, donc, on a passé les 3 trillions en fait, de tokens. C'est à peu près 900 heures, donc globalement 40 jours si on théorique, mais ça a duré plutôt 80 jours. Et ça a représenté à peu près 450 000 heures GPU. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est une extension de contexte. Donc on a parlé des fenêtres de contexte tout à l'heure à 10 millions de tokens. Alors nous, on est beaucoup plus raisonnable. Donc on a entraîné sur une fenêtre de 4K qu'on a étendue en fait à la fin à 32 kg. Donc 32 kg, ça permet de charger globalement sur un prompt, un document d'une 50 à 60 pages. Bon, globalement, dans la plupart des cas, c'est suffisant. Alors pourquoi en fait on a des fenêtres à 10 millions de tokens? Ça permet effectivement sur un prompt de charger beaucoup de données, donc éventuellement peut-être de travailler dans cette dimension pour diminuer la taille des modèles et de ne plus faire des modèles de connaissance, mais plutôt des modèles de langage. Donc nous, on regarde en fait ça aussi, peut être intéressant comme piste. Et surtout, c'est qu'en fait, dans la multimodalité, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre une vidéo et même plus la transcrire, et globalement, le modèle se débrouille à analyser la vidéo, à sortir ce qu'il a besoin d'analyser et de faire le traitement que vous lui posez comme question. Et puis alors là, ça c'est le truc, ça on n'en parle pas beaucoup. Lineling. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Non? Alors on va s'amuser. Alors c'est un truc, vous voyez, c'est vraiment, ça coûte rien, hein, c'est 12 heures. 12 heures. Alors lineling, vous allez voir, c'est un truc, c'est vraiment l'escroquerie du LLM. En fait, ce qui se passe, ici, donc, on entraîne. Ici, on a étendu la fenêtre de contexte. Donc là, on a un modèle qui sait en fait traiter jusqu'à 32 000 caractères en fait en entrée. Et alors là, pendant l'anneling, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un fine-tuning très très fin sur des données. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on utilise comme données? Les données des benchmarks. Oh! Ah bah mince! Ah mince! Et donc, l'histoire de la macate qui se sont fait prendre un peu le main dans le pot de miel, c'est qu'effectivement, très vite, la communauté s'est aperçue que sur LLM Arena, le modèle, en fait, quand même, il avait des niveaux de performance qui explosaient tout le monde. Bah oui. Alors, la difficulté aujourd'hui d'évaluer un modèle et de faire ces benchmarks, c'est que les benchmarks, aujourd'hui, ils sont publics. Et donc, les données d'entraînement qui sont utilisées pour les benchmarks, elles sont publiques. Donc, on serait quand même un peu idiot à la fin de ne pas faire voir ces données au modèle à la fin pour qu'il soit quand même plutôt bon quand on va faire la release pour qu'effectivement les benchmarks ils apparaissent bien classés. Donc ça, c'est pour ça que moi, tous les benchmarks, alors je vais vous les afficher. Donc nous, on a fait pareil. Hein. Donc là, les beaux benchmarks. Alors plusieurs choses intéressantes. Donc la courbe bleue, c'est finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est que toutes les tranches de 24 heures, on publiait en fait un snapshot de notre modèle. Donc dès le premier jour, on faisait faire une évaluation et on regardait comment la courbe d'apprentissage de notre modèle, en plus de la courbe de l'os, on l'a évaluée par rapport en fait au benchmark pour essayer de se donner en fait une idée, savoir si globalement ça fonctionnait. Alors pour les gros geeks qui ont beaucoup d'espace à cramer sur leur NAS, vous pouvez télécharger tous les snapshots, donc ça sert à rien, hein, mais ils sont disponibles sur Hugging Face. Mais ça sert à rien, donc vous pouvez vous économiser ça. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que la courbe, alors ça je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est qu'effectivement, plus on a de données, plus le modèle est bon. Waouh, ça valait le coup de cramer 600 000 heures. Alors c'est intéressant quand même, parce que globalement, ça nous a permis, nous, d'évaluer au fur et à mesure comment se comportait l'évolution de notre modèle dans le temps. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, sur un certain nombre de benchmarks, on était confiant. Et puis sur certains, donc celui-ci qui évalue en fait la capacité à raisonner et de faire des mathématiques, bon, on n'a jamais décollé. Hein, donc c'est pour ça que globalement, sur la première version, qui n'est plus le cas aujourd'hui, si vous téléchargez en fait Lucie en fait sur la version Instruct 1.1, c'est calculé. Alors lui demandez pas des trucs trop compliqués, mais en fait, bon, globalement jusqu'à peu près niveau lycée, à sait faire. Mais on savait, puisque ça on l'a donné. Donc les autres points, c'est les modèles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on part des choses qui ne sont pas comparables. Parce que les modèles, en fait, que vous voyez, les autres modèles, eux, c'est les versions Instruct qui ont eu la phase d'alignement et d'instruction dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, comme on n'a pas fait ça,
on est forcément moins performant. Mais est-ce qu'on est vraiment beaucoup moins performant? C'est ça la vraie question. Alors celui-ci, il est intéressant, vous savez, c'est le, on l'a vu tout à l'heure sur certains slides, ça c'est le MLLU, c'est à peu près à chaque fois, donc ça c'est quand on a des garçons et qu'on fait des LLM, on est dans la cour d'école, on sort un peu le zizi, puis on voit qu'il est plus grand. Donc c'est un peu le MLLU, quoi, c'est un peu ça. Donc le MLLU, c'est en fait un benchmark qui a été créé en 2000, et c'est un peu couillonus quand même, hein, c'est 16 000 questions, à peu près réparties dans 60 domaines, et c'est des questions à choix multiples. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on évalue un modèle. De dire, on te pose une question, on te donne les réponses, donne-nous la bonne réponse. Ça n'a pas réellement de sens. Alors juste quand même pour que vous ayez en tête, donc nous, vous voyez, la version non alignée, c'est-à-dire la dernière version qui a sorti du pré-entraînement, on était à peu près à 32%. Je rappelle que ChatGPT 3.5 a été le premier modèle à être évalué sur le MLLU. Au moment où il est sorti, il était à 39.5. Donc on n'est pas si loin. Et si je prends la version qu'on a alignée en fait en 1 point, maintenant on est au-dessus. On est à 4, 0, enfin 40%. Alors vous allez me dire, ah oui, mais globalement, où sont les autres? Alors les autres, vous les avez ici. Et ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, donc DeepSeek, aujourd'hui, sur celui-là, il est à 91. ChatGPT, le O mini, donc le plus puissant, O1, il est à 91. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, on s'est dit, ah, ça y est, DeepSeek, il est la plus grande. Mais bon, pas grand-chose. Et le dernier Llama 4, en fait, ils sont à 85. Donc voilà. Est-ce que finalement, ça ne sert à rien? Et est-ce qu'on doit se battre pour ces benchmarks? Non. Donc si vous voulez en fait évaluer un modèle, vous le téléchargez, vous faites vos prompts et vous regardez en fait ce que ça donne. Tout ça, et encore une fois, y compris la Llama 4 et Meta s'est fait prendre les mains un peu dans le pot de miel, puisque effectivement, on peut truquer pour faire en sorte que le modèle il sorte premier. Donc nous, en fait, on travaille effectivement, alors on ne cherche pas à être à 90%, ce qui nous semble en fait raisonnable, avec certainement quelques recettes qu'on va piquer de DeepSeek, mais bon, ils ont publié en open source, donc on peut s'en inspirer, dont entre autres le reinforcement learning, que certains vous avez certainement pratiqué, pour ceux qui ont entraîné les modèles vision. Alors on peut maintenant, on a démontré que c'était en fait aussi efficace sur les modèles langage, donc on est en train de faire ça, et effectivement, très vite, on peut gagner beaucoup de points sur l'évaluation et d'avoir des qualités de modèle plus importantes. Je passe en fait les autres évaluations, puisque vous avez compris, je vous les mets parce que de toute façon, il faut les mettre, mais ce n'est pas très important. Ça, c'est intéressant, parce que peut-être que... Bon, alors, les autres s'en foutent. Je vous rappelle qu'en fait, le data center de... Comment il s'appelle? Colossus, donc d'Elon Musk, en fait, derrière Grok, c'est 4 millions de litres d'eau par jour. 4 millions de litres d'eau par jour. Sachant qu'à l'autre côté de la planète, il y a des gens qui crèvent de soif. Et qui sont obligés de faire des trous, en fait, le matin pour essayer de trouver de la flotte. Ben, je sais pas, moi, ça me pose un problème. Donc, globalement, sur Lucie, on a cramé 31 tonnes de CO2 pour entraîner. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près l'équivalent de 16 allers-retours Paris-New York. Et c'est globalement un foyer européen pendant un an, en termes d'équivalent. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est parce qu'en fait, on s'était fixé un objectif. Donc, on est 12 fois moins, en fait, finalement, en termes d'entraînement que, par exemple, un Llama 2. Donc, en fait, les techniques qu'on utilise, donc ça se vient aussi matérialiser l'impact environnemental, de faire des petits modèles en sectionnant bien les données, en ne cherchant pas, en fait, à faire un modèle qui répond à tout, mais faire des modèles spécialisés. Ça a vrai impact aussi sur l'environnement. Alors on peut s'en foutre, moi je m'en fous pas, et donc c'est aussi un des critères qu'on rajoute un peu dans notre panier. Voilà, donc tout ça est disponible sur Hugging Face, donc vous allez sur Lucie et OpenLLM. Donc on a un ratio de 10 entre le nombre de téléchargements de notre dataset et du modèle. Donc comme Anthropic, récemment sur la version 3.7 de Sonnet, avait dit, bah tiens, on a utilisé le Common Corpus pour entraîner notre modèle, il y a de fortes chances que notre modèle, nos données, apparaissent, pour ceux qui le publient, parmi les sources des données d'entraînement. Parce qu'on avait un vrai travail de filtrage sur la langue française, mais moi ça me va, hein. C'est de l'open source. Donc il faut être clean et puis rester droit dans ses bottes.
Vous pouvez l'utiliser sur Ollama. Donc vous installez Ollama sur à peu près n'importe quelle machine, donc il y a une version quantisée. Franchement, les performances en fait restent tout à fait acceptables, il y a très peu de perditions. Et donc ça vous permet de faire tourner en fait Lucie en local. Donc c'est juste une commande, hein, vous faites Ollama, run, et puis donc le nom de la zone, et puis vous allez avoir le modèle. Le modèle fondation, si vous voulez vraiment l'inférer sans quantisation, il faut une carte avec 12 Go en fait, de NVRAM. Donc sur une 4090, une machine qu'on trouve assez facilement, ça passe. Ici, la version quantisée, vous le tournez, là c'est un MacBook M1, en fait, il tourne très bien, 20 tokens secondes. Alors ça aussi, globalement, les 1000 tokens secondes, les 600 tokens de grok et ainsi de suite, moi déjà, en fait, il faudrait se poser la question de pourquoi, en fait, on veut aller plus vite. Si c'est pour bosser encore plus, et qu'on ait un boss qui nous donne plus de boulot, je sais pas trop ce qu'on y gagne. Bref. Allez, je termine rapidement. Feuille de route, donc vous l'avez compris, donc le truc le plus important pour vous, c'est que, qui doit vous inspirer, c'est que les gens du Gen C, donc ceux qui ont les machines en fait, hein, qui sont l'asset le plus compliqué à avoir, nous donnent la possibilité cette année d'avoir une allocation stratégique. Donc une allocation stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant un moment donné, plus petit, mais on a accès à l'ensemble de la machine. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la machine Jean Z, elle est utilisée par plein de projets. Et donc ça demande en fait quand même un peu de gymnastique. Donc là, globalement, moi j'ai fait mon calcul, on nous donne à disposition l'équivalent d'à peu près 3,5 millions d'heures GPU. Donc là, on fait des choses. Donc c'est pour ça qu'on, pour l'instant, vous ne nous entendez pas, on ne fait pas de pub, moi-même sur LinkedIn, je communique beaucoup moins. C'est tout simplement que là, on est dans la grotte et on collecte des données. On génère des données synthétiques, puisque là, cette fois-ci, j'ai donné la possibilité d'utiliser des données synthétiques, éthiques, des chaînes de pensée, entre autres, qui vont améliorer, en fait, pendant le partie pré-training, l'entraînement et les performances du modèle. Et donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc on bosse comme des chiens, je vous le dis. Et puis, on travaille sur la voix, puisque très vite, effectivement, Lucie aura une interface voix, à la fois, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la génération de texte to speech et le contraire en fait en speech to text. Donc si vous voulez en fait nous aider, vous flashez le QR code, donc ça c'est pour rejoindre la communauté OpenM France. Et voilà, si vous voulez bosser chez nous, vous pouvez. J'avais dit que je ferais rapide. Tu faisais les pronostics tout à l'heure. On est 70. Ah, on est 70 ? Ok, donc je paye la première, ok. Bon, sur l'IA générale, on me demande beaucoup cette question de dire qu'est-ce que j'en pense. Donc l'IA générale, vous savez, en fait, hein, c'est le fait que globalement, on ne sera plus sur une tâche, mais on va avoir des modèles et puis des systèmes qui vont pouvoir finalement jusqu'à être plus intelligents que nous. Alors je ne sais pas moi, votre pronostic, là rapidement, main levée, qui dit dans les 2 ans. Sur l'IA générale. 2 ans. Ok, 5 ans. Ok, plus de 5 ans, donc les autres, a priori. Ok. Moi, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Sam, tu en as parlé. Si vous voulez, quand même, le monde qu'on essaie de nous vendre, hein, l'Oasis, le monde des GAFAM, le Vision Pro, tout ça, je ne suis pas sûr en fait, qu'il y ait une acceptation de la population. Donc je pense qu'en fait, on ne va pas avoir une intelligence en fait, générale managée, mais plutôt des réseaux. Et c'est pour ça en fait, que c'est intéressant, agent to agent, en fait, la technologie en fait, de Google, c'est que ça va permettre en fait, surtout de faire parler des agents qui sont dans des organisations en fait, différentes. Et donc c'est ça qui va permettre, selon moi, en fait, de développer et d'accélérer encore plus vite le fait d'avoir des IA générales, mais qui seront certainement un mix en fait, entre de la symbolique, des IA en fait, bien sûr génératives, sur la base en fait, d'agents. Donc ça va aller plus vite, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité. Moi je pense en fait qu'il y a encore, il y a encore une voie possible, et c'est simplement en fait une décision. Et la décision, encore une fois, la première que vous pouvez prendre, c'est la vôtre. Ce que disait en fait Max tout à l'heure, en fait je ne vais pas le faire ici, mais souvent, vous utilisez en fait soit les versions gratuites, soit la version à 20 € de ChatGPT,
Et donc les mails, CTRL-C, CTRL-V, il y a les numéros de téléphone de vos contacts et ainsi de suite, les PDF de votre boîte, le mail que votre expéditeur a écrit avec ChatGPT, vous utilisez ChatGPT pour vous résumer. Enfin, vraiment, on marche un peu sur la tête et on fait n'importe quoi. Donc déjà, changeons. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser, mais ne serait-ce que d'utiliser des modèles locaux. Donc aujourd'hui, Lucie, ça ne répond pas réellement à tous les besoins, mais donc il y en a d'autres. Moi aujourd'hui, il y a deux modèles que j'utilise vraiment beaucoup. C'est le dernier Llama 3.1 qui est possible d'utiliser ici en Europe en respectant Term of Use. Et j'utilise beaucoup Qwen 2.5 pour le code. Je pense que certains en fait l'utilisent aussi. Mais après, le reste, fuyez quoi. Et surtout quand on utilise les plateformes publiques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que pendant ce temps-là, en fait, ils collectent vos données personnelles. Donc bien sûr, hein, dans tous les modèles, il y a votre numéro de téléphone hein, pour ceux qui ont des blogs et ainsi de suite, et puis en fait les données qui ont été leakées. Tout simplement, c'est les guardrails en fait des modèles qui disent, d'ailleurs, si vous regardez bien comment le modèle vous répond, il ne dit pas qu'il ne l'a pas, il dit qu'il ne peut pas vous la fournir. Si vous dites, voilà, je veux le numéro de téléphone de Michel-Marie Maudet, il va vous dire, je ne peux pas vous la fournir. Mais il l'a. Donc, vous en avez parlé, je vais passer rapidement, mais quelques technologies. N8N, on a beaucoup parlé. Je pense que c'est un truc, tu sais, tu montrais la courbe en fait, d'accélération. Je pense que, donc effectivement, OpenAI qui adopte en MCP, ça a accéléré. Mais franchement, N8N, ça a été de la tuerie, en fait, dès qu'ils ont annoncé en fait, la possibilité d'intégrer des MCP dans les workflows. Et ça a été l'abondance en fait, de sujets en fait, là-dessus. MCP, agent to agent, tu vois, c'était pas synchronisé, mais effectivement, moi je pense que c'est des choses qu'il faut regarder. Et puis, moi je mise beaucoup sur le web sémantique, puisque nous, en fait, on commence à regarder pour arrêter d'entraîner les modèles comme des sagouins avec le modèle transformer, qui est le truc le plus inefficace aujourd'hui pour entraîner des modèles de langage. Et donc tous ceux qui ont fait du web sémantique, tous ceux qui s'intéressent en fait aux bases knowledge, donc aux bases graphes, vont être certainement... et si vous souhaitez avoir un super bon emploi demain, intéressez à cette technologie-là, puisque ça va être au cœur de l'entraînement de plusieurs des modèles qui vont arriver. Voilà. Donc pour ma part, je suis très confiant sur le futur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a démontré en l'espace de 48 heures, quand on était tous ensemble ici. Et voilà, je tiens à nouveau à vous remercier, donc l'équipe, et encore une fois de m'avoir invité ce soir. Alors Florence est partie, je crois. Elle en avait marre, vous lui direz, puisqu'elle a publié, je crois c'est hier, en fait, un truc sur le feedback. Bon, j'espère que ça vous a plu. On lève à main levée, là, qui en fait, est convaincu que en fait, l'IA générative réellement open source pourra en fait fonctionner demain. Bon, merci pour eux.